Donc, la Banque Centrale Européenne a lancé le 22 janvier dernier son programme d'achat d'actifs, donc le fameux quantitative easing, donc en annonçant un plan d'achat de 1080 milliards d'euros sur une période d'un an et demi d'actifs de dette souveraine et d'actifs privés. Si on veut comparer cette mesure à ce qui s'est déjà fait au niveau de la BOJ ou de la Réserve fédérale, quand on revient sur une base du PIB, donc ce programme est équivalent à des injections de liquidités de 5,7% du PIB par an. Donc on est à peu près sur les mêmes niveaux que la Réserve fédérale, un peu en dessous, et donc entre de la dette privée et de la dette publique. Maintenant, l'élément important aussi dans le programme de la Banque Centrale Européenne et l'aspect partage du risque, donc la fameuse notion de risk sharing. Donc la Banque Centrale Européenne passera pour la majeure partie de son programme d'achat par les banques centrales nationales qui garantiront les pertes potentielles sur les achats d'actifs. Et donc, à travers ce quantitative easing, la Banque Centrale Européenne ne rentre pas dans une logique de mutualisation de la dette. On est sur un schéma plutôt proche du plan LTRO, dans lequel le risque pays reste contenu dans le pays, obligeant ainsi les différents pays européens à faire des mesures et des réformes structurelles pour accompagner ces achats d'actifs. Oui et non. Effectivement, sur le plan technique, on a la Banque Centrale Européenne, le plan annoncé le 22 janvier est très ressemblant à ce que la Fed a déjà fait par le passé. Donc on a des achats d'actifs sur un rythme mensuel, donc des actifs de dette publique et de dette privée, avec un objectif qui, pour la BCE, est un objectif d'inflation, donc lié à son mandat, sur le schéma de la Fed qui avait un objectif sur le marché de l'emploi. Maintenant, sur le fond, on voit quand même des différences assez notables. Premièrement, le contexte, c'est-à-dire le plan de la BCE intervient à un moment où les rendements sont bas, où on a eu une compression importante des rendements par l'effet des achats et les interventions des banques centrales précédentes. On a effectivement aussi donc un euro qui est à un niveau très très bas relativement à son niveau fondamental lié à juste des raisons de balance courante, de balance commerciale européenne. Et on a aussi des taux d'intérêt qui sont à leur plus bas niveau dans les pays de l'Europe du Sud et qui sont même en territoire négatif pour d'autres pays. Donc un contexte assez différent. Il y a aussi le niveau nominal de la balance de la Banque Centrale Européenne qui était sur une phase de compression, donc on avait un bilan qui était en baisse, et donc l'intervention de la Banque Centrale Européenne avec ses achats d'actifs, donc pour à peu près 1000 milliards d'euros, fera revenir le bilan à un niveau proche des niveaux de 2013, donc un niveau qu'on a déjà connu par le passé, et c'est là où il y a une différence importante avec le plan QE3 de la Fed fin 2012, dans lequel la Réserve fédérale poussait et faisait gonfler son bilan de manière assez importante. Si on revient juste sur l'historique des deux bilans de ces deux principales banques centrales, donc la Fed et la Banque Centrale Européenne, depuis 2008, le bilan de la Fed a été multiplié par un rapport de 4,5, alors qu'au jour d'aujourd'hui, le bilan de la Banque Centrale Européenne n'est que 50% plus haut que son niveau de 2008, donc un rapport de 1,5. Et quand on inclut l'ensemble des achats d'actifs, ce rapport passera à 2. Et donc, sur le stock total de liquidités injectées, on a bien une injection beaucoup plus forte du côté de la Réserve fédérale. Et pour nous, c'est un élément fondamental dans l'analyse de l'impact de
ces deux plans-là. Donc pour résumer, effectivement l'impact peut sera positif sur l'économie réelle. Maintenant, la comparaison entre les deux plans n'est pas possible, d'autant plus que la Banque centrale européenne a rajouté une condition importante dans son plan d'achat d'actifs qui est le partage du risque de défaut, où chaque banque centrale nationale garantit ses achats. Et donc on a le risque des différents pays européens qui reste contenu au niveau étatique, et donc on n'a pas de transfert de risque ni de mutualisation du risque au niveau européen, et c'est pour nous un élément important aussi à prendre en compte dans l'analyse de ce plan d'assouplissement quantitatif. Oui, ça c'est une bonne question. Maintenant, quel impact ce que peut avoir sur l'économie réelle? On a vu par le passé que ces programmes d'achat d'actifs menés par les banques centrales ont été très controversés. On a eu beaucoup d'interrogations sur l'efficacité de ces fameux plans et l'impact sur l'économie réelle. Maintenant, quand on revient à la zone euro, l'impact nous paraît plus ou moins important. Premier effet, effectivement, sur la devise. Donc, les injections de liquidités de la Banque centrale européenne vont permettre à l'euro de rester à un niveau relativement bas. Maintenant, indice par rapport au dollar, par exemple, ça nous paraît un niveau très bas, mais on restera sur des niveaux qui sont bas et donc supportifs. Donc, en soutien à l'économie européenne. Deuxième axe de soutien, c'est à travers les taux d'intérêt. Et donc effectivement, le plan d'achat d'actifs et notamment de dette souveraine va permettre aux taux d'intérêt de rester sur un niveau bas pour une longue période, donc permettant à des pays qui étaient à risque sur leur taux d'intérêt, notamment les pays de l'Europe du Sud, les pays un peu sous pression, d'avoir plus de visibilité sur des taux d'intérêt qui resteront relativement bas et donc qui seront en soutien à l'économie réelle. Maintenant, d'un autre côté, on a toujours des pressions déflationnistes très importantes, notamment à travers la baisse des prix des matières premières, donc qui a un support à l'économie, mais qui exerce une pression déflationniste et qui fait remonter les taux d'intérêt réel et qui peut constituer un frein. Dernier point très important, c'est l'aspect psychologique et donc l'impact de ce plan d'injection sur d'une part les anticipations d'inflation, donc ce qui est visé en premier lieu par la Banque centrale européenne, mais aussi sur les agents économiques et donc la capacité des entreprises à investir et des ménages à consommer. Et dans cette logique-là, effectivement, une hausse des prix des actifs, un soutien de la Banque centrale européenne peut s'avérer positif pour déclencher ces investissements qui font défaut à la zone euro. Donc globalement un impact positif. Maintenant le risque il est dans la transmission, c'est-à-dire on a une économie européenne qui reste très dépendante du secteur bancaire pour son financement et non pas les marchés financiers comme c'est le cas pour les États-Unis. Et donc toute la difficulté donc de l'efficacité et l'efficacité d'un tel programme reste dans quelle mesure le relais bancaire sera opérationnel et dans quelle mesure effectivement ces injections de liquidités vont être transmises aux agents économiques et c'est sur ce dernier point que les interrogations sont importantes et sur ce dernier point où effectivement le besoin de réformes structurelles est important pour rendre le marché de l'emploi plus flexible dans un certain nombre de pays européens, de réduire le poids de la dette et de faire l'ensemble des réformes structurelles qui accompagneront effectivement ces conditions favorables, ces conditions de marché favorables et qui permettront à la zone euro effectivement d'avoir une reprise solide et auto-alimentée dans les prochaines années.